Je crois que c'est l'élargissement, enfin en tout cas le, le manque d'œillères des musiciens d'aujourd'hui, c'est effectivement un problème de génération, je crois. On a maintenant toute une génération de gens qui ont 40, 30 ans, etc., qui ont grandi à travers différentes musiques et qui ne s'encombrent pas du tout des querelles du passé entre ce qui relève du vrai jazz, ce qui relève d'autres choses. C'est une question qui agite encore certains vieux critiques, si j'ose dire. Je me rappelle de certains articles en disant ce qu'il fallait appeler par son nom. C'est-à-dire que bon, le jazz... Alors moi je pense que de toute façon le jazz historique, il y a un jazz historique qui s'est terminé au début des années 70 quasiment, quoi. Et depuis, sous la pression d'une éducation musicale qui s'est élargie aussi, les musiciens d'aujourd'hui, ils ont appris des outils du jazz, en fait. Ce qui est à la fois une liberté par rapport au texte, l'improvisation qui n'est pas que spécifique au jazz, enfin que le jazz a beaucoup contribué à remettre dans la musique du XXe siècle. Mais l'influence du rock progressiste, l'influence de la guitare électrique, des sonorités, des trafics de son, enfin bon. Donc on voit que les choses se rejoignent et que, en tout cas, les jeunes musiciens d'aujourd'hui n'ont pas du tout ce souci. Et déjà depuis un moment, je pense que quelqu'un comme Louis Clavis, par exemple, n'a jamais cru nécessaire de donner des gages au bebop, par exemple, pour faire son trou, pour exister par lui-même. Et si on remonte même un petit peu à la génération d'avant, quelqu'un comme Michel Portal a été un des premiers, enfin un exemple de ça, étant donné qu'il était un grand interprète classique, qu'il écoutait beaucoup de musique ethnique, traditionnelle, africaine, etc. Et qu'il était un grand improvisateur sans être un jazzman dans la filiation américaine, stylistique américaine, quoi. C'est l'esprit qu'il a embrassé, mais pas le style, quoi. Donc aujourd'hui, il faut faire comprendre ça au public, parce que beaucoup de gens ont des idées assez arrêtées sur ce qu'est le jazz, et notamment le public assez large. Donc il y a des gens qui vous diront moi j'aime pas le jazz, alors qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle en fait, et qu'il y a des tas d'expressions musicales qui participent à l'actualité du jazz, et qui seraient tout à fait capables de faire tomber ces préjugés qu'on a sur alors j'aime le jazz, j'aime pas le jazz, voilà. Aujourd'hui on l'a vu à travers des jonctions qui se font avec le monde de la chanson, avec des relectures. Moi je ne suis pas trop pour les relectures, parce que c'est un peu des cache-misères. Évidemment c'est une façon d'attraper le public aussi, parce qu'on dit si on joue telle grande star du rock qu'on revisite, ça parle aux gens, ils savent de quoi on parle, donc ça leur donne peut-être envie de venir. Mais je pense que le phénomène est beaucoup plus profond que ça, que les jeunes musiciens, ils embrassent la musique avec toutes ses composantes, et ils n'ont pas peur d'aller chercher un peu partout leur nourriture, quoi. C'est pas une question de mode en fait, c'est des choses qui existent depuis déjà très longtemps et qui sont nourries de plus en plus profondément. Oui, moi je pense pas du tout que c'est une question de mode. D'ailleurs, il y a des jeunes musiciens qui sont très radicaux et qui ne cherchent pas du tout spécialement à plaire de cette façon-là, hein. Il y a du jazz noise, si on peut dire, il y a du jazz punk, il y a des choses comme ça. Donc ce sont des grands courants musicaux, ce qui différencie peut-être parfois ces musiciens de jazz d'aujourd'hui de musiciens plus spécifiquement qui restent dans le rock pur et dur, etc. C'est souvent la maîtrise instrumentale quand même, parce que les musiciens d'aujourd'hui sont très très bien formés. Ce sont tous enfin j'aime pas le mot virtuose, parce que ça c'est un côté paillette, etc. Mais ce sont d'excellents instrumentistes qui ont bénéficié, et voilà, hein, depuis les années 80, petit à petit, la formation musicale de ces gens qui, auparavant, moi je suis
de la génération précédente. Donc on se formait sur le tas. Il n'y avait pas un bouquin, il n'y avait aucune école, il n'y avait rien du tout pour apprendre cette musique-là, qu'on l'apprenait à travers les disques, et avec les copains qui donnaient des tuyaux, etc. Mais bon, voilà, il n'y avait aucune filière. Aujourd'hui, les filières ont été implantées. Ça a été très polémiqué aussi au début, en disant comment vous voulez faire rentrer le jazz dans les conservatoires, c'est le tuer, etc. Mais pas du tout. D'ailleurs, je pense que l'enseignement du jazz a connu un très grand succès parce qu'il y avait une demande. Et c'est pas créer des classes qui a créé les vocations, c'est la demande des musiciens d'obtenir une information qui est et tout le travail qui a été fait au niveau des écoles de musique qui a fait qu'aujourd'hui, tous les gens qui jouent en ce moment ont un niveau musical et technique absolument incroyable. Encore une fois, autrefois, il y avait la formation classique, point. Et aucun pont entre cette formation classique et les autres musiques, quelles qu'elles soient. Or, aujourd'hui, il y a dans les conservatoires, il y a des départements musiques actuelles, il y a des départements de jazz, il y a... Alors, les musiques actuelles, c'est un grand fourre-tout, mais parce qu'on y trouve aussi bien... C'est une domination ministérielle, ça. Bon, on trouve aussi bien le jazz, les musiques traditionnelles, le rock, la chanson, bon, donc ça fait beaucoup de choses. Mais néanmoins, il y a un environnement pédagogique, il y a des outils d'apprentissage qui ont permis à toute cette génération de faire un bond en avant extraordinaire. Ce qui leur donne une plus grande liberté aussi. Voilà, c'est possible pour cela qu'ils s'interdisent rien, quoi. Néanmoins, je pense que la différence qu'on trouvera, c'est si c'est nécessaire, parce que nous, finalement, on parle bien d'un festival de jazz, alors ce festival de jazz, il accueille des gens qui élargissent la notion. Bon, s'il y a peut-être un point de différence, c'est quand même l'interaction entre les musiciens, le travail sur les timbres, enfin bon, ça, on trouve ça dans le rock aussi, bien sûr, l'improvisation, la vraie improvisation, la prise de risque, la recherche continuelle, l'évolution permanente, voilà, ce sont des choses, des caractéristiques qui me semblent tout à fait qualifier la musique de jazz. Je pense très simplement, quelquefois on interroge mon ami le violoniste Dominique Pifarelli en disant mais ce que vous jouez, parce que lui il prône l'improvisation, ce qu'il appelle l'improvisation non idiomatique, qui est bien une façon de dire on ne joue pas un style, on est dans une position, je dirais, existentielle par rapport au fait de jouer de la musique. Qu'est-ce qu'on fait avec un instrument ? En tout cas, lui il répond la musique que je fais n'existe, je n'aurais pas pu la faire si le jazz n'avait pas existé. Voilà. Et après ça, tous les possibles sont ouverts. Il y a des règles non dites, il y a des règles dites, il y a tout ça, il y a l'écoute. C'est une des choses qu'on a nous, au niveau de l'improvisation, c'est la réactivité d'un musicien à l'autre, qui est le premier qui fait une proposition, comment je lui réponds, comment je le rejoins, ou est-ce que je lui donne une autre dimension en me situant ailleurs un petit peu, et tout cela quand on parle d'improvisation pure. L'œuvre n'existe qu'à la dernière note, puisque c'est la conjonction des interactions entre les musiciens. Et c'est l'événement musical aussi, en live, qui existe. Ah bah oui, d'ailleurs, moi je participe à des séances d'improvisation pure et collective avec un certain nombre de musiciens qui habitent dans la région. Et c'est assez étonnant parce que on se réunit une fois par mois entre nous. Et ça nous est arrivé récemment de jouer en public aussi. Mais ce n'était pas le but au départ. Et j'allais dire que le concert n'existerait quasiment pas sans public, parce qu'on n'a pas le même rapport, je ne sais pas, l'art, ça doit s'adresser à quelqu'un quand même, mais ce qu'il y a de rigolo, c'est que dans ces séances que nous faisons sans public, nous sommes les publics les uns des autres. C'est comme ça que ça marche. Et je crois que si ça marche, c'est à cause de ça, c'est qu'on est un peu notre public aussi. Et l'attention portée à l'autre. Oui, et on se tait,
On rejoint le mouvement à un moment, mais on est vraiment... on s'écoute tous, mais au point que chacun de nous surprend les autres parce que on assiste comme un public à la production des autres. Surtout quand on est une demi-douzaine, ou 7 ou 8, ça fait déjà pas mal de monde, et un très grand respect entre les musiciens, qui sont des gens complètement différents en termes de moyens, de carrière, de tout ce qu'on voudra. Mais ça marche, et je pense que c'est parce que on se place presque en même temps en situation d'acteur et d'auditeur. Ça communique, et puis c'est surtout qu'on doit avoir le respect et anticiper d'un jugement qui n'est pas... on n'est pas là pour se juger, mais enfin, si on intervient, c'est qu'il y a une nécessité à le faire. On n'est pas là pour faire de l'ombre aux autres, on n'est pas là pour briller. On est là pour participer à quelque chose qui est comme une communauté tout à fait éphémère, sans aucune règle, sans aucun interdit, où chacun est à la fois à l'écoute et acteur, quoi. Workshop de Lyon est un groupe historique qui existe depuis le début des années 60, avant, mais la fin des années 60. Il y a eu 2 changements, un départ et un décès depuis, mais il y a au moins 2 qui étaient là depuis le départ. Il a beaucoup contribué à l'émergence d'une forme de jazz qui s'ancre plus dans le terroir de musique française. Ils ont toujours été très attentifs aux musiques populaires aussi. Donc à la fois ils sont partis, comme nous tous, du free jazz américain par exemple, et puis petit à petit ils ont trouvé une manière à eux de construire leur histoire en regard. On ne ferme jamais la porte, mais en regard de cette musique-là, puisqu'il y a une époque où on s'est tous dit que, certes, c'était... Jusqu'à un certain temps, il fallait pouvoir, par exemple, jouer avec des musiciens américains, les accompagner quand ils venaient en France, etc., et être capable de faire l'affaire dans ces circonstances-là, et s'identifier à cette musique-là. Et puis, il y a eu donc, à cette époque-là, 60-70, à la fois en France, en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, des mouvements qui n'étaient pas des mouvements nationaux, mais des mouvements de sensibilité propre et de réappropriation d'une musique, c'est pas une musique nationale, mais c'est une musique de sensibilité propre à certaines cultures musicales de certains pays. On connaît... en France, la musique française du début du XXe siècle, Debussy, Fauré, Ravel, etc. On sait quand même que les terroirs musicaux de chaque pays, il y a la musique allemande, autrichienne, il y a la musique anglaise, c'est pas la même chose, les Italiens, c'est autre chose aussi. Et donc, petit à petit, ces gens se sont appropriés quelque chose qui était plus en cohésion avec leurs origines, quoi, d'une certaine façon. Donc le Workshop de Lyon, qui a évidemment beaucoup travaillé sur l'improvisation, mais il a travaillé sur une certaine couleur musicale, avec un ancrage dans les traditions, musique populaire, musique du folklore, même ils ont fondé cette association, l'ARFI, qui s'appelle l'Association à la recherche d'un folklore imaginaire. Donc c'est se réinventer un folklore à partir de ses racines, ce à quoi ils ont travaillé depuis toutes ces années-là. Oui, c'est le projet Drift de Laurent Dehors et Sylvain Thévenard. Et il est à double tiroir. Moi, je ne l'ai pas vu, mais je ne suis pas très inquiet, à vrai dire, parce que je connais le côté prolifique de la production de Laurent. Et là, ici, il est à plusieurs tiroirs, parce qu'il y a à côté déjà du dialogue instrument-machine, parce que Sylvain Thévenard, qu'on peut considérer certes comme un musicien, mais en fait, c'est à partir des transformations du son des instruments de Laurent qu'il participe à l'élaboration de la musique donnée finalement. Alors il y a ce rapport-là.
Il y a le rapport que Laurent a toujours eu avec le répertoire classique, enfin en tout cas souvent, puisqu'on a vu sa petite histoire de l'opéra l'année dernière, où il emprunte avec un appétit des extraits d'opéra extrêmement célèbres, mais il fait ça avec beaucoup d'amour de la musique, même si évidemment il tord un peu le cou à l'académisme, bien sûr. Donc là, son rapport avec Debussy, c'est aussi un peu... c'est un peu cannibale, quoi, parce que il va emprunter des extraits de l'œuvre, notamment sur le thème aquatique, donc la mer, j'imagine, et quelques autres. Jeux d'eau, etc. Voilà, J'imagine. oui, voilà. Et il est phagocyte pour créer sa chose à lui, quoi. Donc d'une certaine façon, oui, il y a ce rapport à l'éminent musicien français qu'est Claude Debussy. Et avec l'humour, j'imagine qu'on lui connaît. Certainement. Mais bon, prenons par exemple Ramon Lopez. Il va faire un solo de batterie, enfin, un solo de percussion, un solo de son produit sur un ensemble d'instruments de percussion. Parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend par solo de batterie, marathon. Et je pense que, connaissant l'artiste, et qui a beaucoup d'expérience, qui joue avec des tas de gens dans l'Europe entière, avec un pianiste catalan, avec un contrebassiste irlandais, Bergay, je pense qu'il va venir, il ne va pas préparer son solo. C'est l'instant partagé et les idées viendront là où il sera ce jour-là, dans quel environnement sonore, etc. C'est aussi cette façon de... ça c'est intéressant dans cette musique, qui n'est pas d'imposer au lieu son répertoire, mais de faire avec l'endroit où on est, le jour qu'il est, avec les gens qui sont là, et que donc aucun événement n'est la reproduction intégrale d'un autre, hein. Même si Ramon, il est Ramon, donc il a tout le monde a ses gestes, etc. Mais tout le monde a ses propres gestes, je veux dire. Mais je suis certain que même s'il est capable d'en faire un autre le lendemain, un autre, mais c'est pas des choses travailler à la maison puis qu'on vient vous présenter, c'est tout autre chose. Donc on est dans cette tradition-là. Ramon, bon, lui, il est andalou, voilà, né à Alicante, et puis il vit en France depuis 20 ans, et puis il joue un peu partout. Il joue avec le pianiste allemand Joachim Kuhn, etc., etc. Et c'est typiquement un musicien, improvisateur, un musicien de l'instant, même s'il est tout à fait capable. Il a joué avec moi dans l'Orchestre National de Jazz, il y avait des morceaux écrits avec des choses à placer, ben, il est tout capable de le faire. Mais à l'intérieur de ces repères-là, il sait apporter quelque chose d'autre. Et ça, c'est la quintessence du musicien de jazz improvisateur tel qu'on la conçoit. Après, il y a d'autres façons de s'exprimer. Dominique Lazaro. Alors lui, je pense qu'il a tout à fait sa personnalité, mais c'est quand même un héritier revendiqué du free jazz américain. Voilà. Son histoire part de là. Après, il en a fait son miel à lui, mais il se revendique quand même, notamment d'Albert Heller, d'Ornette Coleman, par exemple. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, dans l'expression d'émotions fortes. Il y avait un critique qui avait décrit son art comme la beauté convulsive, qui est ça, et quelque chose d'assez poignant dans sa façon de s'exprimer. Mais voilà, en fait, il n'y a pas deux musiciens pareils non plus, donc chacun développe sa propre histoire à partir de cet héritage qu'on a reçu, et puis la restitue à sa manière, avec son histoire à lui, son tempérament. Je pense au duo entre Sébastien Boisseau à la contrebasse et Mathieu Donarié clarinette et saxophone, qui sont des représentants de la première génération, justement, des musiciens qui sont sortis du Conservatoire supérieur de musique de Paris, dans la classe de jazz, et qui tiennent le haut du pavé depuis, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, qui sont des gens extrêmement créatifs,
leur duo d'abord s'appelle Woods. C'est drôle parce que Woods c'est référence au bois de la contrebasse et au bois de la clarinette. Et ils vont jouer à la Galerie européenne de la Forêt du Bois à Dompierre-les-Ormes. Ce sera parfait. Je l'ai pas fait exprès, même, je dois dire. Mais à un moment, je dis mais c'est bien sûr, hein, voilà. Sleep upon my shoulder as we creep across the sands. Et voilà, et puis il y a des gens qui débarquent depuis peu de temps, mais qui font une grosse impression. Pareil, Leila Martial, chanteuse, qui a pensé à un moment être comédienne, qui met énormément d'expressivité dans sa façon de chanter, qui est une nouvelle venue depuis 2-3 ans, mais qui a déjà bien repéré et qui a déjà pas mal tourné, qui est un produit de la filière du festival de Marciac, avec la classe de jazz au collège de Marciac qui avait été montée par le président du festival et principal de collège aussi, donc ceci se complétait, mais il y a un cycle jazz, classe de jazz, un cursus jazz au collège de Marciac, et il y a quelques musiciens, dont 2 qui font pareil, beaucoup d'eux en ce moment qui en sortent. C'est donc Leila Martial, cette chanteuse, et puis Émile Parisien, le saxophoniste qu'on voit sur tous les festivals. C'est pour ça que je ne l'ai pas programmé d'ailleurs, parce qu'on le voit partout, mais il est formidable, bien sûr. Andy Ebler est quelqu'un qui est très savant, très solide pianiste, une très belle formation musicale aussi. Là c'est une génération un peu plus ancienne. Et Thomas de Pourquerie aussi. Et en plus, Thomas joue dans le méga-octet d'Andy Ebler depuis quelque temps. Mais ici, c'est un peu autre chose, quoi. C'est-à-dire là, ils ont à la fois un bagage formidable entre eux, et ils ont choisi d'arriver sur scène en n'ayant rien décidé. Il faut aussi savoir que Thomas est en train de pour le coup, de se diriger vers une carrière de comédien. Donc en fait, c'est une très grosse présence scénique, et j'invite, parce qu'on va rigoler là, je crois, hein, on va se faire plaisir avec deux formidables musiciens, mais il y aura du spectacle. Donc faut pas dire, c'est un duo, c'est minimaliste, je crois qu'ils vont tenir largement la scène à eux deux, et c'est quelque chose que je recommanderais à quiconque me dirait, bon, je ne sais pas trop venir écouter, je dis allez voir ces deux-là quand même. C'est incontournable, je crois. Ouais. Et avec des caractères totalement différents. Oui, parce que Thomas était très exubérant, très dans le spectacle, quoi, bien sûr. Et Andy, s'il l'est, lui, c'est plus du côté spectaculaire de son autorité sur le piano. Alors Louis Clavis est maintenant, je dirais pas un monument historique, mais enfin un incontournable de la scène du jazz depuis pas mal d'années. Donc il a débuté en effet avec le Workshop de Lyon dans les années fin des années 70 à peu près. Puis après il a mené sa carrière solo. C'est quelqu'un qui est très attachant dans le domaine, parmi les musiciens de jazz, qui prend très au sérieux son travail d'instrumentiste et sa présence sur scène. Alors, il a beaucoup de charisme, mais ce charisme, il vient d'un engagement qui ne triche pas. Donc je pense qu'il est d'une grande sincérité, et que ça se sent, et que donc du coup le contact avec le public se fait toujours, et quoi qu'il lui arrive ce jour-là, Louis est extrêmement présent sur scène, et très engagé dans son jeu. Et là il a un joli quartet avec notamment le pianiste Benjamin Mousset et le percussionniste Kevan Shemirani, qui est un percussionniste persan, qui habite en France, mais qui apporte une très belle couleur à cet ensemble, dont la musique s'élargit. Donc ça raconte une histoire un peu, parce qu'il y a la Perse en perspective, donc c'est la route du sel et de la soie.
Voilà, c'est le nom du quartet qui raconte cette histoire-là. Et bon, ça montre bien, parce que moi je ne trouve pas qu'Evan trahisse son art en allant jouer avec des musiciens de jazz, etc. Ça se pose tout naturellement dans tous les contextes. Dans nos concerts, notamment ce fameux concert pique-nique qu'on organise tous les ans, il sera au Hara, qui est un concert gratuit, bien sûr, où les gens viennent avec leur saucisson ou leur concombre s'ils sont végétariens, et on leur offre la musique. C'est une formule qui marche très très bien et qui en plus contribue justement à rapprocher des gens qui ne viendraient pas à un concert au théâtre en achetant une place, donc qui viennent en disant bon, on va aller voir, si ça nous plaît pas c'est pas grave, ça coûte rien et puis on peut toujours s'en aller, etc. Mais les gens s'en vont pas, ils restent. Donc cette année c'est un duo entre une musicienne évidemment que j'aime beaucoup, puisque ça fait plusieurs années qu'on a l'occasion de collaborer ensemble, qui est la trompettiste Erel Besson, qui est une musicienne très attachante, très personnelle dans sa façon de jouer, sa façon de mener sa carrière. Elle fait énormément de choses. Elle n'est pas dans le matu vu, donc on ne sait pas tout, mais en fait elle travaille beaucoup, y compris à l'étranger. Je sais qu'elle a, par exemple, elle a fait des remplacements ou joué dans une tournée avec Carla Bley, elle joue avec Ricardo Delfra, mais plutôt c'est des concerts en Allemagne, donc en France on ne le sait pas trop, mais elle fait énormément de choses, elle joue souvent en Angleterre aussi. Et là donc c'est un duo très, très délicat avec un guitariste brésilien installé en France depuis fort longtemps, qui s'appelle Nelson Veras, qui avait été découvert il y a quelques années par Aldo Romano notamment, qui avait fait jouer dans un de ses groupes et enregistrer un disque. Et qui est quelqu'un de très discret aussi, qui est à la fois très estimé, mais qui ne fait pas de bruit. Enfin, je ne parle pas acoustiquement, parce qu'il joue en effet de la guitare plutôt classique, en tout cas il joue avec la technique de la guitare classique, donc en polyphonie. Et voilà, et ce duo qui d'ailleurs, je crois, va bientôt enregistrer un disque finalement, ça fait des années qu'ils y pensent, et je crois que c'est déjà fait, que maintenant RL s'occupe du mixage. Donc c'est une très belle opportunité de les présenter tous les deux dans ce cadre champêtre et équestre, car il y aura une intervention équestre qui était une surprise. Parted for too long, love is born anew in me. Sophia Domansich donc présente qui est une pianiste remarquable, avec qui j'ai fait un trajet pendant l'Orchestre national de jazz, dont elle était notre pianiste, mais c'est assez rigolo, parce que comme les choses, c'est pas des cycles qui reviennent, mais en fait, elle avait à une époque, donc dans les années 90, un trio que j'ai fait venir à Cluny. Et le soir où elle a joué à Cluny, donc ça devait être en 96, je lui ai dit et si j'ai l'Orchestre national de jazz, est-ce que tu voudrais bien le faire avec moi? Et elle m'a répondu oui. Et donc entre-temps, j'ai posé ma candidature, j'ai gagné, et puis elle est venue avec moi pendant 3 ans. Et bon, depuis le temps a passé, elle avait évidemment ses propres projets. Elle est revenue aussi en duo avec Simon Goubert plus récemment, c'était à Massy. Et là, elle présente un projet un peu particulier, qui sont des poèmes qu'elle a mis les poèmes d'une amie à elle, qu'elle a mis en musique et qu'elle fait chanter à 2 interprètes, dont notamment le chanteur gallois John Greaves, qui est un gallois de Paris, qui est un ancien de la pop d'avant-garde britannique, qui fait partie des groupes Enrico, je crois, et qui habite Paris depuis assez longtemps, et qui a une voix très, très singulière, c'est un personnage, vraiment. Et Sophia, donc c'est 2 chanteurs, un piano, une guitare, musique à la fois donc partie écrite, bien sûr pour les poèmes mis en musique, mais avec une grande liberté d'interprétation. C'est un très joli spectacle.
aussi un trio de musiciens luxembourgeois, Reis Demuth Wiltgen, qui est un trio apparemment extrêmement classique de constitution, puisque c'est piano, contrebasse, batterie. Néanmoins, il y a une vraie patte. Je dirais qu'il y a une patte et il y a une patte. Dans l'écriture notamment, il y a vraiment quelque chose qui est très mélodique. On s'aperçoit que les thèmes restent longtemps dans l'oreille. On reconnaît la couleur de ce trio, donc dans un exercice qui est très convenu, parce que les trios piano, basse, batterie, il y en a des centaines et des milliers. Et bien celui-là, il a une vraie identité. Alors bon, je les ai découverts à l'occasion d'un Luxembourg Jazz Meeting qui a eu lieu il y a 2 ans à Luxembourg, où je m'étais rendu, et j'ai trouvé que vraiment cet orchestre-là était très convaincant. Et ce sont des gens, en fait, 2 d'entre eux sont à New York la plupart du temps, l'autre parcourt l'Europe, donc ce sont des gens très repérés, et pas encore très connus en France, même qu'ils ont fait un disque pour le label Laborie, qui est sorti déjà l'année dernière d'ailleurs, et donc ils ont quand même un peu tourné. Donc tous les étés à Cluny, il y a une grande exposition d'art contemporain aux écuries de Saint-Hugues. Cette année, elle est dédiée à un artiste qui est Marc-Antoine Fer, qui est un artiste suisse qui réside souvent dans notre région, qui réside dans notre région. Et la thématique est paysage sans fin. Il y a une liaison avec le monde de la musique. Donc il nous a été suggéré de faire une intervention dans le cadre de l'exposition, à nous et aussi à d'autres festivals, puisque les Grandes Heures de Cluny aussi vont faire une intervention. Donc nous, ce sera pendant la semaine des festivals de jazz. Et on fera un exercice qui est, je ne dirais pas qu'il est quotidien, mais enfin qu'on a déjà pratiqué les uns et les autres, c'est de se trouver dans un environnement d'art plastique et de créer une musique en résonance avec l'œuvre. Encore une fois, c'est l'improvisation, bien sûr, se mettre en situation, essayer de correspondre avec l'expression de cette grande œuvre qui court sur un large arc de cercle dans le cadre des écuries de Saint-Hugues. Allez, ce sera donc avec, je jouerai moi-même à la contrebasse avec le saxophoniste et clarinettiste Jean-Paul Autin.